Mon père m'a mise à pied jusqu'à ce que je présente mes excuses à ma sœur. J'ai simplement répondu, très bien. Le lendemain matin, elle affichait un sourire narquois jusqu'à ce qu'elle voie mon bureau vide et ma lettre de démission. L'avocat de l'entreprise est entré en courant, le visage blême, en s'écriant « Dites-moi que vous n'avez pas publié ça ». Le sourire de mon père s'est effacé sur le champ. La salle de conférence est tombée dans un silence de mort après que mon père a rendu son verdict. Autour de la table en acajou siégeaient les membres du conseil d'administration, ma sœur Chloé arborait un air suffisant à côté de mon père, et je me tenais au bout de la salle où je venais de présenter mon rapport trimestriel. Mise à pied, ai-je répété, m'assurant d'avoir bien entendu. Jusqu'à ce que tu t'excuses auprès de ta sœur pour avoir sapé son autorité, a dit papa, sa voix prenant ce ton qu'il utilisait quand il pensait qu'une décision était définitive. 2 semaines sans solde devraient te donner le temps de réfléchir à un comportement professionnel approprié. Chloé a ajusté le blazer de créateur qu'elle avait acheté avec ses notes de frais et a essayé d'avoir l'air blessée. La tentative aurait pu fonctionner si je n'avais pas passé 30 ans à apprendre à décrypter ses expressions. Derrière la blessure fabriquée, le triomphe brillait dans ses yeux. L'incident qui avait déclenché ce cirque s'était produit 3 jours plus tôt. Chloé, en tant que directrice des relations clients, avait promis à un grand compte que nous pourrions livrer une solution logicielle personnalisée en 4 semaines. Le délai réel était de 12 semaines minimum, chose qu'elle aurait su si elle avait pris la peine de consulter qui que ce soit dans le département développement que je dirigeais depuis 6 ans. J'avais envoyé un email au client expliquant le délai réaliste, mettant mon père en copie en tant que PDG et Chloé par courtoisie. Professionnel, direct, nécessaire pour éviter un procès quand nous échouerions inévitablement à tenir sa promesse impossible. Chloé avait fait irruption dans mon bureau en criant au sabotage. Maintenant, nous étions là, avec papa prenant son parti parce qu'il prenait toujours son parti. Très bien, ai-je dit. La simplicité de ma réponse a semblé prendre tout le monde au dépourvu. Papa s'était clairement préparé à une dispute, ayant probablement passé sa matinée à répéter mentalement ses arguments sur la loyauté familiale et la chaîne de commandement. C'est tout. Chloé n'a pas pu cacher la surprise dans sa voix. Tu ne vas pas te battre? Tu veux que je sois mise à pied? Je suis mise à pied. Tu veux des excuses, tu en auras. J'ai rassemblé mes documents de présentation avec des mains fermes. A-t-il autre chose où puis-je aller vider mon bureau pour les 2 prochaines semaines? Papa a froncé les sourcils, apparemment perturbé par ma soumission. Eh bien, nous t'attendons le 15, prête à aller de l'avant professionnellement. J'ai hoché la tête et je suis sortie, ignorant le sourire satisfait de Chloé et les mouvements inconfortables des membres du conseil qui avaient regardé ce drame familial se dérouler pendant ce qui aurait dû être une réunion d'affaires de routine. Mon bureau avait été mon sanctuaire pendant 6 ans. Les baies vitrées donnaient sur le quartier de la Défense, et les murs arboraient mon diplôme de l'école polytechnique aux côtés des prix que le département développement avait remportés sous ma direction. Des photos de mon équipe célébrant des lancements de produits alignaient une étagère. Une autre contenait des prototypes de chaque projet que j'avais guidé du concept à l'achèvement. J'avais construit quelque chose ici. Le département développement avait triplé de taille pendant mon mandat, et les revenus de notre division avaient augmenté de 340%. J'avais recruté les meilleurs talents, mis en œuvre des processus que d'autres entreprises copiaient maintenant, et créé une culture d'entreprise où les gens avaient réellement envie de venir travailler. Mon père avait fondé Dubois Solutions Tech il y a 40 ans, la transformant d'une opération de 2 personnes en une entreprise de 300 employés avec des clients à travers toute l'Europe. Il avait travaillé 18 heures par jour, sacrifié ses relations, tout donné pour la rendre prospère. Puis il a remis des parts croissantes de contrôle à Chloé, qui apportait des idées médiocres et d'excellentes compétences en manipulation. La dynamique familiale avait toujours été compliquée. Chloé était l'aînée, arrivée 2 ans avant moi, et elle avait passé toute notre enfance à rivaliser pour l'attention de papa. Chaque réussite que je gagnais était rejetée ou minimisée. Avoir les félicitations du jury était attendu plutôt que loué. Mon admission à Polytechnique a été éclipsée par l'annonce des fiançailles de Chloé la même semaine. Maman essayait d'équilibrer les choses, s'assurant que je sache que mes accomplissements comptaient. Elle est morte d'un AVC soudain il y a 7 ans, 3 mois après que j'ai rejoint l'entreprise. Sans sa présence médiatrice, le favoritisme de papa envers Chloé s'est intensifié.
J'ai commencé à emballer mes affaires personnelles dans des cartons, travaillant méthodiquement à travers les tiroirs et les étagères. Mon diplôme est descendu du mur en premier, enveloppé soigneusement dans du papier bulle. Les prix ont suivi, chacun représentant des nuits tardives et des sessions de résolution de problèmes qui avaient semblé impossibles jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Mon téléphone a vibré avec un texto de Julien, mon second au développement. « Qu'est-ce qui vient de se passer ? Chloé dit à tout le monde que tu es viré. » J'ai répondu, je prends un peu de temps personnel. Tu es aux commandes. Fais confiance à ton instinct. D'autres textos sont arrivés des membres de l'équipe, mais j'ai mis mon téléphone en silencieux et continué à emballer. Chaque objet que j'emballais ressemblait à un poids que je portais sans réaliser à quel point il était devenu lourd. Le stress de défendre constamment mes décisions. L'épuisement de prouver ma compétence à des gens déterminés à en douter. La déception de voir mon père choisir l'ego de Chloé plutôt que le bien-être de l'entreprise. Tout cela s'était accumulé en un fardeau que j'avais normalisé. Sarah de mon équipe avait envoyé 3 messages demandant si j'allais bien. Maxime, l'un de mes meilleurs développeurs, voulait savoir si c'était vraiment en train d'arriver. Même des gens d'autres départements me contactaient, confus par l'annonce triomphante de Chloé que j'avais été traitée de manière appropriée. Le téléphone arabe de l'entreprise avait toujours été efficace, mais le voir fonctionner en temps réel m'a montré quelque chose que je n'avais pas pleinement apprécié auparavant. Les gens savaient. Ils avaient vu l'incompétence de Chloé, étaient témoins de sa façon de s'attribuer le mérite du travail qu'elle n'avait pas fait, observé le schéma de ses promesses que mon équipe devait se démener pour tenir. Ils avaient remarqué le favoritisme de papa, même s'ils n'avaient jamais rien dit directement. Mon téléphone a sonné avec un appel de tante Valérie, la sœur de maman. Elle était le seul membre de la famille à part maman qui n'avait jamais vraiment vu la dynamique clairement. Après la mort de maman, Valérie avait essayé de maintenir une relation avec Chloé et moi, mais l'équilibre était devenu de plus en plus difficile. J'ai répondu à celui-ci. « Salut tante Valérie. Ton père vient de m'appeler pour me demander si je pouvais te faire entendre raison, a-t-elle dit sans préambule. Il semble penser que tu fais une sorte de dépression nerveuse. Je lui ai dit que te mettre à pied pour avoir fait ton travail était probablement la décision la plus stupide qu'il ait prise en 40 ans d'affaires. Malgré tout, j'ai souri. Comment a-t-il pris ça ? Aussi bien que tu l'imagines. Il m'a raccroché au nez. Elle a fait une pause. Ça va, ma chérie ? Honnêtement, je pense que je vais mieux que je ne l'ai été depuis des années. C'est bizarre ? Pas du tout. Je t'ai regardé essayer de gagner son approbation toute ton enfance. Je l'ai vu rejeter chaque réussite et excuser chacun des échecs de Chloé. Ta mère et moi en parlions constamment. Comme elle était inquiète pour vous deux, toi pour ne jamais être assez, Chloé pour ne jamais avoir besoin de l'être. La validation a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Maman ne m'a jamais rien dit à ce sujet. Elle ne voulait pas que tu aies l'impression de devoir choisir entre reconnaître le problème et protéger ta relation avec ton père. Elle continuait d'espérer qu'il comprendrait par lui-même. La voix de Valérie s'est adoucie. Elle serait fière de toi pour avoir tourné les talons. Elle disait toujours que tu étais plus forte que tu ne le savais. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, Valérie remplissant les détails des conversations avec maman dont je n'avais jamais eu connaissance. Apparemment, ma mère avait documenté le favoritisme pendant des années, gardant un journal des incidents où papa traitait Chloé et moi différemment. Elle prévoyait de le confronter à ce sujet éventuellement, mais l'AVC est arrivé en premier. « Tu as toujours les journaux de maman ?» ai-je demandé. « Oui. » Elle m'a demandé de les garder en sécurité. Elle a dit, un jour, elle pourrait avoir besoin de savoir qu'elle n'imaginait pas les choses, point. Valérie a hésité. Tu les veux ? Oui, je pense que oui. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau vide, pensant à toutes les années où maman avait été témoin silencieux du déséquilibre, vu ma blessure, compris les dommages causés. Elle essayait de compenser en étant ma championne, célébrant mes victoires quand papa ne le faisait pas, écoutant mes frustrations quand je ne pouvais les exprimer nulle part ailleurs. La perdre avait supprimé le seul tampon entre moi et la pleine force du favoritisme de papa. Les 7 années passées sans elle avaient été progressivement plus dures. Chaque incident plus douloureux parce qu'il n'y avait plus personne pour valider ma réalité.
La photo encadrée de mon équipe lors de la fête de fin d'année dernière est allée dans un carton. La tasse ridicule « meilleure patronne du monde » qu'il m'avait offerte comme cadeau gag a été enveloppée dans du papier de soie. Sous une pile de manuels techniques, j'ai trouvé une carte que l'équipe m'avait donnée après que nous ayons tenu un délai impossible il y a 2 ans. À l'intérieur, ils avaient tous écrit des notes personnelles me remerciant de les protéger des attentes irréalistes et de me battre pour les ressources dont ils avaient besoin. « Tu ne nous jettes jamais sous le bus » avait écrit Maxime. « Même quand ce serait plus facile » avait ajouté Julien. La meilleure chef que j'ai jamais eue. Tu écoutes vraiment. En relisant ces messages maintenant avec le bureau dépouillé et ma carrière ici se terminant, j'ai réalisé que j'avais construit quelque chose de plus précieux que papa ne le comprenait probablement. Une loyauté gagnée par le respect plutôt qu'exigée par la hiérarchie. Une équipe qui me faisait confiance parce que je priorisais constamment leur bien-être sur ma propre convenance. Des relations professionnelles basées sur la compétence et le soutien mutuel plutôt que sur le favoritisme et la politique. Chloé avait le titre, le grand bureau qu'elle convoitait et le soutien inébranlable de papa. Ce qu'elle n'avait jamais réussi à construire, c'était la crédibilité auprès des gens qui faisaient réellement le travail. En fin d'après-midi, mon bureau avait l'air nu. 6 ans de ma vie professionnelle tenaient dans 4 cartons et un chariot roulant. Je m'étais attendue à ressentir de la tristesse ou de la colère, mais à la place, un calme étrange s'était installé en moi. Le truc quand on est sous-estimé toute sa vie, c'est qu'on finit par arrêter d'essayer de prouver sa valeur aux gens déterminés à ne pas l'avoir. J'avais passé 3 décennies à espérer que papa reconnaîtrait mes contributions, admettrait que j'avais hérité de son éthique de travail et de son sens des affaires, peut-être même indiquerait qu'il était fier de moi. Clairement, rien de tout cela n'arrivait. J'ai sorti mon ordinateur portable et ouvert un nouveau document. La lettre de démission a pris 20 minutes à écrire, bien que j'en ai composé des versions dans ma tête depuis des mois. Je l'ai gardée professionnelle et brève, remerciant l'entreprise pour l'opportunité et donnant mon préavis pour mon contrat, prenant effet immédiatement. Ensuite, j'ai ouvert mes emails et commencé un nouveau message. La liste des destinataires comprenait chaque membre du conseil d'administration, tous les chefs de département et plusieurs clients clés. L'objet indiquait « Documentation du département développement et statut des projets ». J'avais toujours été méticuleuse concernant la documentation. Chaque projet avait des fichiers détaillés décrivant les délais, les allocations de ressources, les considérations budgétaires et les spécifications techniques. Chaque réunion d'équipe avait des comptes rendus. Chaque décision avait une trace écrite expliquant le raisonnement derrière elle. J'avais aussi documenté chaque fois que Chloé avait fait des promesses sans consulter le développement, chaque délai impossible qu'elle avait proposé, chaque budget qu'elle avait flambé en dépenses inutiles tout en exigeant que mon équipe fasse avec moins. Une documentation professionnelle, rien de personnel, juste des faits, des dates et des chaînes de mai. L'email a pris 2 heures à compiler. J'ai joint des feuilles de calcul montrant les revenus générés par le développement par rapport aux autres départements. Des chronologies de projets comparant les dates d'achèvement estimées que j'avais fournies par rapport aux dates que Chloé avait promises aux clients. Des analyses budgétaires démontrant comment les ressources étaient allouées entre les divisions. J'ai inclus la chaîne de mai de l'incident qui avait déclenché ma mise à pied ainsi que 6 autres situations similaires de l'année passée où Chloé avait pris des engagements sans consulter les équipes qui auraient à les livrer. Une pièce jointe particulièrement accablante montrait un projet d'il y a 8 mois où Chloé avait promis à un client un produit en 6 semaines. Le développement avait estimé 16 semaines. Papa avait pris le parti de Chloé, insistant sur le fait que nous pouvions respecter son délai. Nous avons livré en 14 semaines, mais seulement parce que mon équipe avait travaillé 60 heures par semaine, et j'avais personnellement couvert les coûts des heures supplémentaires qui dépassaient le budget, prenant une réduction de salaire pour faire fonctionner les chiffres. Le client avait été satisfait. Chloé s'était attribué le mérite de la livraison réussie, et personne à part mon équipe ne savait ce qu'il avait réellement coûté pour y arriver. Mon doigt a plané sur le bouton envoyer. Cela brûlerait les ponts, détruirait ma relation avec mon père, éliminerait toute possibilité de réconciliation avec Chloé. Tout ce que j'avais construit ici serait réduit à une fable sur les entreprises familiales et la mauvaise gestion. J'ai appuyé sur envoyer. Le deuxième email est parti vers un cabinet de recrutement avec lequel j'avais été en contact 3 mois plus tôt, à l'époque où j'avais commencé à envisager sérieusement de partir.
Il m'avait contacté pour un poste à la tête de la division technologique chez un concurrent, et j'avais poliment refusé par loyauté familiale. C'est drôle comme la loyauté s'évapore rapidement quand elle ne circule que dans un sens. Bonjour Claire, je suis prête à discuter de cette opportunité dont nous avons parlé en août. Si le poste est toujours disponible, je peux commencer immédiatement. Le troisième email est allé à un avocat que j'avais consulté l'année dernière sur les détails du contrat. Maître Bertrand, j'ai besoin de revoir la clause de non-concurrence de mon contrat de travail. Pouvons-nous nous rencontrer demain matin ? Je savais déjà ce que disait la clause parce que je l'avais rédigée moi-même lors de la restructuration juridique de l'entreprise il y a 4 ans. Elle m'empêchait de travailler pour des concurrents directs pendant 18 mois, mais la définition de concurrent direct était suffisamment étroite pour laisser plein d'options. Le contrat comprenait également des dispositions sur lesquelles j'avais insisté et que la plupart des employés n'avaient pas, y compris l'acquisition complète de mes stock options quelle que soit la durée de l'emploi et une indemnité de départ qui se déclenchait dans des circonstances spécifiques. Être mise à pied sans motif valable, sans cause réelle et sérieuse, en faisait partie. À 18h, mon bureau était vide et ma voiture chargée. J'ai jeté un dernier coup d'œil à l'espace qui avait été le mien, puis je suis sortie sans me retourner. La maison que j'avais achetée il y a 3 ans se trouvait dans un quartier calme des Yvelines, à 20 minutes du bureau. Petite pour les standards d'un cadre exécutif, mais elle était à moi, achetée avec l'argent que j'avais gagné plutôt qu'hérité. Le prêt immobilier était gérable, le jardin était paisible et les voisins étaient amicaux sans être intrusifs. J'ai porté les cartons à l'intérieur, me suis versé un grand verre de vin et me suis installé sur le canapé avec mon ordinateur portable. Les réponses à mon email de documentation avaient commencé à arriver. La première venait de Maître Leroy, l'avocat principal de l'entreprise, appelez-moi immédiatement. Grégoire Hiver du conseil d'administration, nous devons discuter de ces informations. Pouvez-vous venir demain ? 3 clients ont transféré mon email à leur gestionnaire de compte avec des questions sur les délais des projets. 2 d'entre eux mentionnaient spécifiquement des inquiétudes concernant les engagements que Chloé avait pris. Julien du développement, putain, c'est réel ? Tout le monde panique. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Au lieu de cela, j'ai ouvert une bouteille de meilleur vin et commandé un thaï, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone a sonné 47 fois ce soir-là. Papa a appelé 12 fois. Chloé a appelé 8 fois. Maître Leroy a appelé toutes les 30 minutes comme une horloge. Je les ai tous laissés aller sur la messagerie vocale. Les messages devenaient de plus en plus frénétiques. Le premier message vocal de papa était en colère, exigeant que je le rappelle immédiatement et m'accusant de manque de professionnalisme. Son deuxième était confus, demandant ce que je pensais accomplir. Le troisième était presque suppliant, disant que nous devions en parler rationnellement. Les messages de Chloé allaient directement aux menaces. Elle m'accusait d'essayer de détruire l'entreprise, d'être jalouse, de trahir la famille. Son dernier message vocal s'est dissous dans les larmes, prétendant que je ruinais tout ce que papa avait construit. L'ironie était presque drôle. J'avais passé 6 ans à contribuer à ce que papa avait construit, tandis que Chloé avait passé la même période à se laisser porter par sa réputation et à créer des dégâts que d'autres devaient nettoyer. Les messages de Maître Leroy étaient plus mesurés, mais de plus en plus urgents. Les implications juridiques de la documentation que j'avais partagée étaient apparemment devenues claires, et il avait besoin de discuter de mes intentions. J'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Le matin est arrivé avec un silence continu de ma part et un chaos continu de la part de tous les autres. Les appels avaient évolué en SMS, email, et même une visite de l'assistant de mon père me demandant de bien vouloir contacter le bureau. J'ai envoyé une seule réponse, un texto groupé à papa, Chloé et Maître Leroy, je serai là à 9h pour récupérer mes dernières affaires et soumettre les documents officiels. Aucune discussion nécessaire. Claire du cabinet de recrutement a appelé à 7h30. Le poste est toujours ouvert, et après avoir vu votre dossier, ils veulent accélérer le processus d'entretien. Pouvez-vous rencontrer le PDG cet après-midi ? Absolument. Le deuxième appel est venu de Maître Bertrand, mon avocat. Ta clause de non-concurrence est plus étroite que dans mes souvenirs. Tu as des options. Passe à 11h et nous discuterons stratégie. Parfait.
Je me suis habillée avec soin pour le bureau, choisissant un tailleur bleu marine qui projetait de la confiance sans agressivité. Professionnelle, composée, prête à clore ce chapitre proprement. Le parking était plus plein que d'habitude pour 8h30 du matin. Apparemment, le mot s'était répandu et les gens voulaient être témoins de ce qui allait se passer. J'ai traversé le hall la tête haute, portant un porte-document en cuir qui contenait ma lettre de démission et plusieurs autres documents que Maître Bertrand avait préparés la veille au soir après que je lui ai envoyé la situation par email. L'étage de la direction était le chaos. Des assistants se regroupaient dans les coins en chuchotant. Les chefs de département se tenaient dans les encadrements de portes, l'air inquiet. L'énergie donnait l'impression que tout le monde attendait une explosion. La porte de mon ancien bureau était ouverte, et à travers elle, je pouvais voir Chloé assise à mon bureau, fouillant dans les tiroirs que j'avais déjà vidés. Elle a levé les yeux quand je suis apparue, son expression passant de la frustration à la colère. « Tu n'avais aucun droit d'envoyer cet email, a-t-elle dit, se levant assez vite pour que mon ancien fauteuil roule en arrière. Tu m'as fait passer pour une incompétente devant tout le monde. La documentation parle d'elle-même, ai-je répondu calmement, sans entrer dans le bureau. J'ai simplement fourni des informations sur les délais des projets et l'allocation des ressources. Si cela te fait passer pour une incompétente, peut-être que le problème ne vient pas de mon email. » Son visage est devenu rouge. « Papa va te virer pour ça. Tu as détruit toute chance de revenir. » « Je ne reviens pas. » J'ai levé le porte-document. « Je suis ici pour rendre ça officiel. » Des pas ont tonné dans le couloir. Papa est apparu, Maître Leroy juste derrière lui. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une nuit, son visage tiré et son costume froissé d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Mon bureau, maintenant. Il s'est tourné sans attendre de réponse. En fait, la salle de conférence serait plus appropriée, a dit Maître Leroy doucement. Cela a dépassé le cadre des affaires familiales. La même salle de conférence où j'avais été mise à pied hier dégageait maintenant une énergie entièrement différente. Les membres du conseil n'étaient pas présents, mais Maître Leroy avait amené un parajuriste qui installait un ordinateur portable pour enregistrer les débats. Avant de commencer, a dit Maître Leroy avec précaution, je dois préciser que cette réunion est documentée pour la politique de l'entreprise concernant les questions d'emploi. Papa avait l'air de vouloir argumenter, mais l'expression de Leroy l'a arrêté. Mon père dirigeait peut-être l'entreprise, mais les cadres intelligents écoutent leurs avocats lors de situations juridiques potentielles. Je démissionne avec effet immédiat, ai-je dit, faisant glisser la lettre sur la table vers mon père. Selon l'article 7 de mon contrat de travail, une mise à pied sans cause documentée déclenche la clause d'indemnité de départ. J'exerce également mes stock options selon l'article 12, qui permet l'acquisition immédiate lors d'un départ volontaire suivant une action disciplinaire jugée inappropriée. Maître Leroy a grimacé. Il avait clairement déjà lu mon contrat et savait exactement quelles dispositions je citais. Tu as rédigé ces dispositions toi-même pendant la restructuration, a dit papa lentement, la réalisation se dessinant sur son visage. C'est vrai. À l'époque, tu m'as traité de paranoïaque pour les avoir incluses. Il s'avère que j'étais juste préparée. Chloé nous avait suivis dans la salle de conférence et se tenait maintenant dans l'encadrement de la porte. C'est du chantage. Tu essaies d'extorquer l'entreprise. Exercer des droits contractuels n'est pas de l'extorsion, a dit Maître Leroy doucement. Ce sont des dispositions qu'elle a négociées de bonne foi il y a 4 ans, et l'entreprise les a acceptées. Combien ? La voix de papa était devenue plate, le ton qu'il utilisait pour calculer les pertes commerciales. L'indemnité de départ correspond à 6 mois de salaire. Les stock options sont actuellement évalués à environ 430 000 € sur la base de l'évaluation d'hier. J'ai gardé ma voix égale, professionnelle. J'aurai également besoin de mon dossier personnel complet, de la documentation de tous les projets que j'ai dirigés, et de références des 3 membres du conseil qui ont siégé au comité de surveillance du développement. Et si nous refusons ? Les mains de Chloé étaient serrées en poing. Alors je vous renvoie à l'article 19, qui décrit le processus de résolution des litiges. Cela implique un arbitrage, probablement suivi d'une action au prud'homme, ce qui serait coûteux, long et public. J'ai croisé le regard de mon père directement. Je préférerais gérer cela proprement.
J'ai déjà obtenu un autre poste. Je ne suis pas intéressé à faire traîner les choses ou à causer des dommages supplémentaires à l'entreprise. Des dommages supplémentaires? La voix de papa s'est élevée. Tu as envoyé des informations confidentielles aux clients et aux membres du conseil. Tu as sapé la crédibilité de ta sœur. Tu as violé environ une douzaine de politiques concernant la divulgation d'informations. En fait, a interrompu Maître Leroy avec précaution, les informations qu'elle a partagées étaient de la documentation de projets et des communications internes. Rien de confidentiel, rien de propriétaire, rien qui viole son contrat ou la politique de l'entreprise. J'ai tout passé en revue. C'est un rapport factuel sur l'état des projets et les décisions commerciales. Le parajuriste tapait doucement, documentant chaque mot de cette conversation. Pourquoi ? A finalement demandé papa, et pour la première fois, il semblait fatigué plutôt qu'en colère. Pourquoi ferais-tu exploser tout ça comme ça ? Tu m'as mise à pied pour avoir fait mon travail. Tu as pris le parti de Chloé quand elle a fait des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir, et tu m'as blâmé d'être honnête sur les délais réalistes. J'ai gardé ma voix stable, refusant de laisser l'émotion s'infiltrer. Hier n'était pas la première fois, papa. C'était juste la dernière fois. Alors, tu as saboté l'entreprise. J'ai documenté la réalité. Si la réalité est dommageable, peut-être que le problème ne vient pas de ma documentation. Chloé a émis un son de dégoût. Tu es juste en colère parce que papa m'a donné un poste de direction. Tu as toujours été jalouse que je sois l'aîné, que j'ai pu travailler avec lui en premier, qu'il me fasse plus confiance. Le rire s'est échappé avant que je puisse l'arrêter. Confiance ? Il te fait confiance pour faire des promesses que tu ne peux pas tenir. Il te fait confiance pour t'attribuer le mérite du travail des autres. Il te fait confiance pour prioriser ton ego sur le succès de l'entreprise. Ça suffit, a dit papa sèchement. Tu as raison. C'est assez. Je me suis levé, rassemblant mon porte-documents. Maître Leroy, j'attendrai les papiers pour l'indemnité et les stock options d'ici la fin de la journée. Vous avez les coordonnées de mon avocat. Attends. La main de papa s'est levée, un geste qui avait toujours signifié stop, écoute, obéis. Nous pouvons arranger ça. Prends quelques semaines pour te calmer et nous discuterons de la marche à suivre. Il n'y a pas de marche à suivre. Pas ici. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Tu as construit quelque chose d'incroyable, papa. Dubois Solutions Tech était tout ce dont tu rêvais. Tu devrais probablement trouver comment le garder ainsi au lieu de le laisser s'effondrer parce que tu ne peux pas admettre que ton enfant préféré n'est pas qualifié pour le rôle que tu lui as donné. Le visage de Chloé est devenu blême. Comment oses-tu ? Le projet Hamilton se lance dans 6 semaines, ai-je dit, me retournant pour leur faire face. C'est le plus gros contrat que l'entreprise ait jamais décroché. Le développement travaille dessus depuis 8 mois. Julien dirige l'équipe, et il est brillant, mais il a besoin du soutien d'une direction qui comprend les réalités techniques. J'ai regardé directement mon père. Chloé a promis au client qu'il pourrait avoir des fonctionnalités supplémentaires qui n'étaient pas dans le périmètre original. Ces fonctionnalités nécessiteraient 4 mois de développement supplémentaire et le double du budget actuel. Le client pense qu'il les aura dans 6 semaines parce que c'est ce qu'elle leur a dit. Le visage de Maître Leroy est devenu encore plus pâle que celui de Chloé. La documentation est toute dans le disque partagé sous projet Hamilton, spécifications, analyse de délai, besoins en ressources, et la chaîne de mail où Chloé a fait des promesses sans consulter le développement. J'ai ajusté mon porte-document. Tu peux virer Julien pour t'avoir dit la même vérité que moi, ou tu peux régler la situation avant qu'elle ne se transforme en procès. Ton choix. Je suis sortie alors qu'il traitait encore cette information. La descente en ascenseur semblait surréaliste. J'avais travaillé dans ce bâtiment pendant 6 ans, parcouru ces couloirs des centaines de fois, construit des relations et des projets, et une carrière dont j'étais fière. Tout cela se terminait parce que j'avais dit la vérité et refusé de m'en excuser. Mon bureau avait déjà été vidé, mais je me suis arrêtée au département développement en sortant. L'équipe était regroupée autour du bureau de Julien, ayant clairement été témoin de suffisamment de drames pour reconstituer ce qui se passait. Tu pars vraiment ? Sarah,
l'une de mes développeurs seniors, avait l'air bouleversée. Oui, mais vous êtes entre d'excellentes mains. J'ai croisé le regard de Julien. Fais-toi confiance. Tu sais ce que tu fais. Ne laisse personne te dire le contraire. Le projet Hamilton a-t-il commencé? Est documenté minutieusement. Tiens bon sur le calendrier. Ne les laisse pas te pousser à faire des promesses que tu ne peux pas tenir. Je me suis adressé à toute l'équipe. Vous êtes les meilleurs développeurs avec qui j'ai jamais travaillé. Vous avez construit quelque chose d'incroyable ici. Ne laissez personne diminuer cela ou s'attribuer le mérite de votre travail. Il y a eu des larmes, des câlins et des promesses de rester en contact. Je pensais chaque assurance que je leur donnais, mais je savais aussi que franchir cette porte signifiait couper la plupart de ces liens. Les gens se sentiraient coincés entre la loyauté envers moi et la loyauté envers l'entreprise. La plupart choisiraient l'entreprise parce que c'est de là que venait leur chèque de paie. Le hall ressemblait à une épreuve de force. Des employés avec qui j'avais travaillé pendant des années me regardaient partir, certains avec sympathie, d'autres avec curiosité, quelques-uns avec une satisfaction à peine dissimulée d'être témoins d'un drame de direction. Je suis arrivé à ma voiture avant que les tremblements ne commencent. L'adrénaline m'avait porté à travers la confrontation, mais maintenant la réalité de ce que j'avais fait s'abattait sur moi. J'avais quitté mon travail, brûlé les ponts avec ma famille, détruit ma relation avec mon père et garanti que je ne parlerai plus jamais à ma sœur. Le smartphone a vibré avec un texto de Claire du cabinet de recrutement, le PDG veut te rencontrer à 14 heures. Envoie-moi ton dossier. Je lui ai envoyé le fichier de documentation, le même que j'avais partagé hier, moins les chaînes de mail internes, résumé de projet, réalisation de développement, croissance des revenus, exemple de leadership d'équipe. Ma carrière réduite à un PDF prêt à être évalué par des inconnus qui décideraient si je valais leur temps. Maître Bertrand a appelé alors que je sortais du parking. Maître Leroy vient de me contacter. Ils veulent négocier. Rien à négocier. Le contrat est clair. Ils s'inquiètent pour le projet Hamilton. Apparemment, ton évaluation sur l'extension du périmètre était exacte, et ils font face à un procès potentiel s'ils ne peuvent pas livrer ce qui a été promis. Ce n'est plus mon problème. Ils veulent que tu sois consultante jusqu'à l'achèvement du projet. Tarif premium, horaire flexible, pas de rapport direct avec les membres de la famille. J'ai failli rire. Donc, ils veulent que je répare le gâchis de Chloé pendant qu'elle en prend le crédit. Ils veulent que tu évites un procès à 7 chiffres. L'offre est alléchante. La réponse est non. Bertrand est resté silencieux un moment. Tu es sûr ? Cela pourrait être un pont pour revenir si tu changes d'avis plus tard. Je ne veux pas de pont de retour. Je veux sortir. Alors je m'occuperai de la négociation de départ. Ils essaieront probablement de réduire la valorisation des stock options, mais nous avons la documentation montrant l'évaluation précise. Le reste de la journée est passé dans un flou. Rencontre avec Claire et son client. Discussion sur le nouveau poste. Négociation du salaire et des avantages qui dépassaient ce que je gagnais chez Dubois Solutions Tech. Visite de leurs installations. Introduction à l'équipe que je dirigerai. Conversation sur la vision et la stratégie de croissance. À 17 heures, j'avais une lettre d'offre formelle et une date de début 2 semaines plus tard. Les papiers de départ sont arrivés au bureau de Bertrand à 18 heures. Maître Leroy avait inclus un accord de confidentialité qui m'empêcherait de discuter des raisons de mon départ. Bertrand a renvoyé une version révisée qui empêcherait l'entreprise de me dénigrer auprès de futurs employeurs ou clients. Ils ont accepté à 20 heures. Les stock options ont été transférés avant la fin de la journée le lendemain. 430 000 € déposés sur mon compte. 6 ans d'équité accumulés soudainement liquides. Ajoutez l'indemnité de départ et j'avais assez de coussins financiers pour prendre mon temps pour m'installer dans le nouveau rôle sans stress. Papa a appelé une fois de plus cette semaine-là. Je l'ai laissé aller sur la messagerie. Son message était bref, je ne comprends pas pourquoi tu jettes tout ça. Appelle-moi quand tu seras prête à être raisonnable. Je l'ai effacé sans répondre. Le projet Hamilton a implosé exactement comme je l'avais prédit. 3 semaines après mon départ, le client a reçu la nouvelle que les fonctionnalités que Chloé avait promises n'étaient pas possibles dans le délai initial.
Ils ont menacé de poursuites judiciaires. Dubois Solutions Tech a dû négocier un règlement qui comprenait le remboursement d'une partie du paiement et la prolongation du délai de 6 mois. Julien m'a appelé pendant la crise pour demander conseil. Je l'ai guidé à travers les solutions techniques, l'ai aidé à créer une présentation pour le client, l'ai coaché pour les conversations difficiles avec la direction. Il a géré ça brillamment, mais les dommages à la réputation de Dubois Solutions Tech étaient déjà faits. 2 membres du conseil ont démissionné. 3 clients ont transféré leurs affaires à des concurrents. La valorisation de l'entreprise a chuté de 18%. Chloé a été rétrogradée des relations clients aux projets spéciaux, un titre vide de sens qui la gardait sur la liste de paie sans lui donner l'autorité de faire des promesses. Papa a engagé un consultant externe pour restructurer l'équipe de direction. Le rapport du consultant comprenait apparemment des évaluations cinglantes des pratiques d'embauche népotistes et des mesures de responsabilité inadéquates. J'ai entendu tout cela par le biais de réseaux professionnels et d'anciens collègues qui me contactaient malgré la gêne évidente. Le Schadenfreude aurait dû être satisfaisant, mais je me sentais surtout triste. Dubois Solutions Tech avait été quelque chose de spécial, et l'avoir lutté ressemblait au deuil d'une relation qui aurait dû fonctionner, mais ne l'a jamais tout à fait fait. Mon nouveau poste a dépassé les attentes. L'équipe était talentueuse. La direction exécutive écoutait réellement les évaluations techniques, et personne ne s'attendait à ce que je nettoie les dégâts créés par des membres de la famille incompétents. 6 mois plus tard, nous avions lancé 2 produits majeurs et obtenu des contrats avec 4 entreprises du Fortune 500. J'ai acheté une maison plus grande, adopté un chien, commencé à sortir avec quelqu'un qui travaillait dans une industrie entièrement différente et n'avait aucun lien avec la technologie ou les drames familiaux. La vie avançait d'une manière qui semblait saine et durable. 1 an après avoir quitté Dubois Solutions Tech, papa s'est présenté chez moi à l'improviste. Il avait l'air plus vieux, plus petit, en quelque sorte diminué d'une manière qui n'avait rien à voir avec la taille physique. « Je peux entrer ?» a-t-il demandé. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai envisagé de refuser, mais la curiosité a gagné. Bien sûr. Nous nous sommes assis dans mon salon, le silence s'étirant maladroitement entre nous. Mon chien, un bâtard de refuge nommé Cooper, a examiné papa avec un intérêt suspect avant de s'installer à mes pieds. L'entreprise est en difficulté, a finalement dit papa. Nous avons perdu 2 autres gros clients le mois dernier. Les revenus ont baissé de 30% depuis ton départ. Je suis désolé d'entendre ça. Vraiment? Il m'a regardé directement pour la première fois. Tu as détruit tout ce que j'ai construit. Non, papa. J'ai documenté ce qui se passait déjà. Tu l'as détruit en refusant de voir la réalité. Chloé a fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Elle a fait des erreurs à plusieurs reprises, et tu l'as encouragée à chaque fois. Tu as choisi de protéger son ego plutôt que de protéger ton entreprise. Il est resté silencieux un long moment. C'est ma fille. Moi aussi. Les mots ont flotté dans l'air entre nous, portant un poids qu'aucun de nous n'avait reconnu auparavant. Je sais. Sa voix s'est légèrement brisée. Ta mère avait l'habitude de me dire que j'étais trop dur avec toi, trop facile avec Chloé. Je pensais qu'elle imaginait des choses, voyant du favoritisme là où il n'y en avait pas. Il y en avait. Je le sais maintenant. Il s'est frotté le visage avec fatigue. Le rapport du consultant était éclairant. Apparemment, j'ai affiché un biais systématique favorisant la fille aînée tout en maintenant la cadette à des normes irréalistes. Ces mots exacts. Ça semble précis. Je suis venue ici pour te demander si tu envisagerais de revenir. Pas à ton ancien poste. En tant que directrice des opérations, pleine autorité sur les opérations, siège au conseil, part au capital qui ferait de toi une actionnaire majeure. L'offre flottait entre nous, tentante d'une manière que je n'avais pas prévue. L'entreprise que mon père a construite, l'héritage qu'il avait créé, l'opportunité de réparer ce qui avait mal tourné. Non. Le visage de papa s'est décomposé. Juste comme ça? Tu ne vas même pas y réfléchir? Je n'ai pas besoin d'y réfléchir. J'ai un poste que j'aime. Je travaille avec des gens qui respectent mon expertise, construisant quelque chose de nouveau. Pourquoi retournerais-je prouver constamment ma valeur à des gens qui ont déjà décidé que je n'en avais pas?
Parce que c'est la famille. La famille devrait être l'endroit où tu n'as rien à prouver, papa. La famille devrait être les gens qui voient ta valeur même quand tu te plantes. Tu as donné cette acceptation inconditionnelle à Chloé, mais tu ne me l'as jamais donnée. Il était silencieux, fixant ses mains. Je t'ai laissé tomber. Oui, c'est vrai. Y a-t-il un moyen de réparer ça? J'y ai pensé honnêtement, cherchant une réponse qui semblait vraie. Je ne sais pas. Peut-être éventuellement, mais pas en m'offrant un travail pour sauver ton entreprise. Si tu veux une relation avec moi, elle ne peut pas être transactionnelle. À quoi ça ressemblerait si ce n'était pas transactionnel? Ça ressemblerait à toi reconnaissant ce qui s'est passé sans essayer de le justifier. Ça ressemblerait à toi respectant mes décisions même quand elles te déçoivent. Ça ressemblerait à construire quelque chose de nouveau au lieu d'essayer de ressusciter quelque chose qui est déjà mort. Papa a hoché la tête lentement. Ça semble difficile. La plupart des choses qui en valent la peine le sont. Il s'est levé pour partir, s'arrêtant à la porte. Pour ce que ça vaut, je suis fier de ce que tu as accompli dans ton nouveau poste. J'ai entendu de bonnes choses sur le travail que tu fais. Merci. Les mots semblaient inadéquats mais sincères. Je peux t'appeler un de ces jours? Pas pour les affaires. Juste pour parler. Peut-être. On verra. Il est parti et j'ai fermé la porte derrière lui, m'appuyant contre elle tandis que Cooper se pressait contre mes jambes en soutien silencieux. La conversation aurait dû ressembler à une conclusion, mais au lieu de cela, elle ressemblait à une ouverture. Pas une réconciliation exactement, mais la possibilité de quelque chose de nouveau construit sur l'honnêteté au lieu de l'obligation. Chloé n'a jamais pris contact. Par divers canaux, j'ai entendu dire qu'elle avait quitté Dubois Solutions Tech entièrement et déménagé dans le sud de la France. Soi-disant, elle travaillait dans l'immobilier, quelque part où sa capacité à faire des promesses optimistes pourrait réellement être un atout. Dubois Solutions Tech a continué à lutter, mais a survécu, se stabilisant finalement comme une entreprise plus petite et plus ciblée. Papa a fait venir une direction professionnelle et s'est retiré des opérations quotidiennes. L'entreprise n'atteindrait jamais les sommets qu'elle avait connus autrefois, mais elle perdurerait. Ma carrière a prospéré d'une manière que je n'avais pas imaginée possible. 3 ans après avoir quitté l'entreprise familiale, j'ai été recruté pour diriger la stratégie d'innovation dans une grande entreprise technologique d'envergure mondiale. 5 ans après cela, j'ai lancé mon propre cabinet de conseil spécialisé dans l'aide aux entreprises familiales pour gérer la planification de la succession et les transitions de gestion. L'ironie ne m'a pas échappé que je suis devenue une experte dans la dynamique exacte qui avait détruit ma relation avec ma propre entreprise familiale. Papa et moi nous parlions occasionnellement, construisant soigneusement quelque chose qui ressemblait à une relation. Nous dînions ensemble tous les quelques mois, des conversations qui restaient prudemment loin du travail et se concentraient sur les livres, l'actualité et ses tentatives réticentes de loisirs de retraite. Il ne s'est jamais excusé explicitement, mais ses actions montraient une évolution. Il a assisté à mon mariage 3 ans après notre conversation dans le salon, me conduisant à l'hôtel et portant un toast qui reconnaissait ses échecs en tant que père sans ramener la journée à lui. Il envoyait des cartes d'anniversaire avec des notes manuscrites au lieu de signatures génériques. Il posait des questions sur ma vie avec un intérêt sincère au lieu de chercher des occasions de donner des conseils. Ce n'était pas la relation que j'avais voulu enfant, mais c'était honnête et réel, construit sur l'acceptation plutôt que sur les attentes. Avec le recul, être mise à pied a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Cela a forcé une confrontation que j'évitais depuis des années. M'a poussé hors d'une situation où j'étais sous-évaluée et vers des opportunités où je pouvais m'épanouir. Le coût était élevé. Des relations familiales fracturées. Une carrière dans laquelle j'avais investi abandonnée soudainement, échangée contre le risque. Mais de l'autre côté de ce bouleversement se trouvait la liberté, le succès et le profond soulagement qui vient du fait de ne plus s'excuser de prendre de la place. Parfois, la vengeance la plus dramatique est simplement de refuser de jouer le jeu plus longtemps. S'éloigner n'est pas abandonner. C'est reconnaître que votre présence dans l'histoire de quelqu'un d'autre n'est pas requise pour que vous ayez une histoire captivante à vous. Mon père voulait que je m'excuse pour garder la paix et maintenir les apparences. Au lieu de cela,
J'ai choisi l'honnêteté et la responsabilité, même quand cela signifiait perdre tout ce que j'avais construit au sein de son entreprise. Ce bureau vide et cette lettre de démission représentaient plus que quitter un emploi. Ils représentaient le fait de me choisir moi-même, de valoriser mon expertise, d'exiger le respect au lieu de mendier des miettes d'approbation. Le visage pâle de l'avocat et le sourire mourant de papa ne concernaient pas un drame d'entreprise ou une trahison familiale. Ils concernaient la réalité devenant enfin visible pour des gens qui avaient passé des années à refuser de la voir. Je n'ai pas détruit Dubois Solutions Tech. J'ai simplement arrêté de la protéger des conséquences de son propre dysfonctionnement. Les luttes de l'entreprise après mon départ n'étaient pas ma responsabilité à prévenir ni mon échec à accepter. Elles étaient le résultat naturel d'une mauvaise gestion, du népotisme et du refus de prioriser la compétence sur le confort. Ma sœur souriait ce matin-là parce qu'elle pensait avoir gagné. Elle m'avait fait mettre à pied, démontrer son influence sur papa, m'avait remise à ma place après des années à être compétente et à réaliser des choses qu'elle ne pouvait pas égaler. Mais la victoire ne consiste pas à savoir qui est mis à pied ou qui est favorisé. Il s'agit de savoir qui construit une vie dont il est fier, qui s'entoure de gens qui voient sa valeur, qui crée un succès qui ne nécessite pas de diminuer les autres. J'ai ça maintenant. Une carrière que j'aime. Des relations basées sur le respect mutuel. Une vie où mes accomplissements parlent d'eux-mêmes au lieu d'être constamment mesurés par rapport au confort de quelqu'un d'autre. C'est la vraie fin de cette histoire. Pas la sortie dramatique ou les luttes de l'entreprise ou même la réconciliation tentative avec mon père. La fin, c'est moi, 5 ans plus tard, assise dans mon propre bureau avec ma propre équipe, construisant quelque chose de significatif sans constamment regarder par-dessus mon épaule pour une approbation qui n'allait jamais venir. Parfois, vous n'obtenez pas les excuses que vous méritez. Parfois, les gens qui devraient reconnaître votre valeur ne le feront jamais. Parfois, la famille signifie douleur au lieu de soutien. Mais vous avez toujours le choix de ce qui se passe ensuite. Vous pouvez continuer à vous battre pour la reconnaissance de gens déterminés à ne pas la donner, ou vous pouvez rediriger cette énergie vers la construction de quelque chose de nouveau avec des gens qui voient déjà ce que vous êtes capable d'accomplir. J'ai choisi la seconde option et je ne l'ai jamais regretté un seul instant.